Bonjour, nous allons commencer ensemble l'étude de tout ce qu'on appelle le Shas, Shisha, Sidre, Mishnah, de toutes les Mishnayot. Alors une petite introduction sur la Mishnah. La Mishnah, c'est la mise par écrit de ce qu'on appelle notre tradition orale. Quand Moshe a reçu la Torah, la Mishnah de Perkavot nous dit Moshe Kibel Torah Messinaï, Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Il a bien sûr reçu ce qu'on appelle la Torah Shebirtav, la Torah écrite, le Sefer Torah, les Chumashim. Puis ensuite, on a les textes qui sont venus se rajouter après, les textes des prophètes, les Nevi'im, puis les écrits, ce qu'on appelle les écrits, les Ktuvim, ce qui inclut les Teilim, les Megillot, etc. Mais en parallèle avec la Torah écrite, le Chumash, le Sefer Torah, Moshe a reçu une tradition orale, des enseignements à l'oral. C'est-à-dire une explication de tous les détails des mitzvot mentionnés dans la Torah. Par exemple, dans la Torah, il est mentionné qu'il faut mettre les téphilines, mais nulle part il n'est expliqué ce que sont les téphilines, ce qu'il doit avoir à l'intérieur, à quoi ça ressemble, etc. Et donc on a toujours une explication en parallèle qui nous explique ce que sont les téphilines. Même chose pour Shabbat, autre chose. Shabbat, on ne travaille pas, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas travailler Shabbat? D'où est-ce qu'on sait que ce sont les 39 travaux du Mishkan? Eh bien, il y a tout un nombre de principes, de règles et d'explications qui ont été transmis à l'oral. Ce qui fait qu'avec ces règles-là, ces principes d'étude, on peut retourner vers le texte et faire parler le texte. Le texte du Chumash, le texte du Sefer Torah, déduire de ce texte-là tous les enseignements qu'on a besoin de chercher. Ces traditions orales, c'est-à-dire ces principes d'étude, d'exégèse de la Torah écrite, de la Torah Shebirtav, ont toujours été transmis de père à enfant, de maître à élève, à travers toutes les générations, depuis Moshe Rabbeinu. Je continue ma référence à la Mishnah de Pirkei-Avot, Moshe Kibel Torah Messinaï, Msal Yeshua, Yeshua l'Eskenim, etc. Donc à Josué, à Yoshua, puis ensuite aux anciens, etc., etc. De génération en génération, cette tradition orale a toujours été transmise. On passe à l'époque du deuxième temple, à l'époque de la Mishnah justement, à l'époque des Tanaïm qui sont les maîtres, les sages de l'époque de la Mishnah. On est sous l'occupation romaine en Israël. Mais des exils et des difficultés, on en a déjà connu, et la destruction du premier temple, l'exil qui a duré de 70 ans en Babylonie, à Babel, puis ensuite le début du deuxième temple, l'histoire de Hanouka. On a passé des moments difficiles. Et un des sages de cette époque-là, Rabbi Yehuda Hanassi, s'est dit, avec tout ce qui se passe, il est difficile de pouvoir maintenir cette tradition uniquement à l'oral sans avoir de texte vers lequel on peut se référer. Parce que pour pouvoir se rappeler de tous ces principes, pouvoir se rappeler de tous les détails, de toutes les règles, il faut investir des années et des années d'études. Chaque chose devait être étudiée, nous dit la Gemara, 100 fois à certains endroits, c'était 400 fois, c'était la coutume d'étudier, de réviser chaque chose. Il faut avoir une présence d'esprit importante pour pouvoir être là, étudier, se concentrer et se consacrer à l'étude pour n'avoir rien d'autre que ces principes de la Torah, ces discussions, ces règles, etc. Comment étudier, comment maîtriser le texte de la Torah et devenir un posek pour pouvoir répondre aux questions de la halachot, tout ça basé à partir du Chumash. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi dit, il va arriver le moment où on a besoin de mettre tout ça à l'écrit, d'avoir un livre de référence auquel on pourra toujours revenir et redécouvrir ces principes au cas où il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui a été oublié, etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé les notes de tous les sages de l'époque, puisque chaque sage, quand il étudiait chez son maître, prenait des notes, etc. Ça n'a jamais été publié sous format de livre, mais c'était toutes les notes qui ont été rassemblées par tous les sages de cette époque-là. Il a tout réuni, tout rassemblé. Il a mis ça de manière ordonnée, comme une encyclopédie, indexée par sujet. Et il y a des choses qu'il a sélectionnées, des choses qu'il a mis à l'écart. Ce qui est rentré dans cet ouvrage, on appelle ça la Mishnah. Ce qui est resté à l'extérieur, on appelle ça la Braïta. Braïta, littéralement, ça veut dire à l'extérieur. Ce sont les textes qui, pour une raison ou autre, n'ont pas été incorporés dans le texte de la Mishnah. Et ce que Rabbi Yehuda Hanassi a réussi à faire, il nous a donné, a transmis à travers les générations, c'est un petit ouvrage. C'est à peu près la taille d'un sidour, d'un livre de prière, pas très grand, qui réunit l'essence de cette tradition orale,
tout en gardant justement cette flaveur, cette saveur du débat juif, si on peut dire, qui va ensuite être encore plus développé dans le Talmud. Mais cette vivacité de la tradition orale, avec les principes, en restant en même temps très concentré. Donc la Mishnah, c'est un texte qui est vraiment extrêmement concentré, avec à l'intérieur l'essence de la tradition orale du peuple juif. Et quand je dis l'essence, parce que plus tard on va avoir le Talmud qui va se baser sur la Mishnah, qui va développer justement cette essence, parce que ça a été tellement condensé, c'était juste une manière de se rappeler, si on peut dire, d'avoir un texte, pour pouvoir revenir à ça, à la source. L'idéal reste toujours la discussion orale, la tradition orale, mais on a ce texte vers lequel on peut revenir et discuter, etc. Ce texte-là va devenir la base du Talmud, ou la Gemara. Le Talmud c'est un mot hébraïque, la Gemara c'est le mot en araméen, qui va être le développement de cette tradition orale et le recueil sur ce qu'on maintenant est publié sous 20 ouvrages, 20 volumes, de toute la tradition, de tout le débat qui s'est passé, qui va vraiment contenir l'essence de la croyance du peuple juif, l'essence de la tradition du peuple juif, et de la Torah orale. Donc, Rabbi Yehuda Hanassi indexe la Mishnah, crée cette encyclopédie de la tradition orale en 6 volumes. Je dis que la somme totale de la Mishnah, c'est pas énorme, c'est un livre de prière, même moins, mais c'est divisé en 6 volumes. Le premier étant Zraïm. Zraïm va nous parler de toutes les lois qui sont liées à la terre d'Israël. Les lois de Shemitah, de Yovel, les lois de Maaser, les lois de Trouma, etc. Tout ce qui est lié à l'agriculture, en particulier en terre d'Israël. Certaines choses sont à l'extérieur d'Israël aussi, etc. La première des Masertot, puisque la Mishnah en tout est divisée en 6 Zdarim. Zdarim, c'est un seder en ordre, donc 6 grands volumes. À l'intérieur de chaque volume, on a une Masechet ou des Masechet. Donc par exemple, dans le volume de Zraïm, on a la première, ça va être Brachot, puis Chala, Pea, d'autres choses, d'autres Masertot qui vont parler de sujets différents. Et on commence avec Brachot. Brachot, littéralement, ça veut dire les bénédictions. C'est-à-dire qu'avant de commencer à profiter du fruit de la terre, puisque Zraïm est là pour nous dire que profiter des fruits de la terre, planter pour pouvoir ensuite manger, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que tout appartient à Hachem. Et donc l'idée de Brachot, l'idée de bénédiction, de remercier Hachem. Parce que c'est le commencement, le fondement de tout notre travail. Zraïm parle d'une certaine manière du travail, le travail de la terre, l'agriculture, notre vie. Eh bien, la première chose, c'est penser à Hachem. Donc la première de ces Masertot, c'est la Masechet Brachot. À l'intérieur de chaque Masechet, ça va être divisé en prakim, en chapitres, et chaque perek est divisé en Mishnah. Donc nous allons commencer, et cette étude va nous prendre perek par perek, et Bezrat Hashem, on espère pouvoir finir tous ces 6 volumes, tout le chaste de Mishnayot, et on va commencer donc avec la première Masechet, qui est la Masechet Brachot, et le premier perek qui nous parle du schéma. Et le texte de la Mishnah nous dit la chose suivante, on connaît dans Masechet Brachot, perek Rishon, Mematay korin et shema barvit, à partir de quand est-ce qu'on fait le schéma le soir? À partir de quelle heure? On sait, la Torah nous dit qu'il faut faire le schéma. La Torah nous dit qu'il faut faire le schéma 2 fois par jour. Le pasuk nous dit, Vedi Bartaba, vous allez parler de ces mots-là, ce sont les mots qui sont écrits dans le schéma, Beshor Becha Ufkomecha, quand tu vas te coucher et quand tu vas te lever. C'est pour ça qu'on a commencé avec le soir, puisque le pasuk commence en disant quand tu vas te coucher, donc c'est la nuit, donc on commence avec le schéma du soir. C'est aussi l'ordre de la création du monde. Quand Hachem a créé le monde, on nous dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Il y a eu la nuit, puis le jour, et ça nous crée une journée. Jour numéro 1, jour numéro 2, c'est à chaque fois Erev à Boker. Donc on commence à partir du soir. Mais dans la Torah, ce n'est pas marqué exactement à quelle heure. C'est marqué quand tu vas te coucher. À quelle heure c'est? Si je vais me coucher à 5h l'après-midi, si je me couche à 3h du matin, quand est-ce qu'on fait le schéma? Donc la Mishnah nous dit, mais matai koren et shema barvet, à partir de quand est-ce qu'on fait le schéma le soir? Et la réponse, Misha'a shakohanim nechnesim lechol bitrumatam. À partir du moment où les kohanim rentrent pour pouvoir manger de la trouma. La trouma, c'est quoi? La trouma, c'est, on parlait de Zraïm et des récoltes. Quand on fait la récolte, il y a certains pourcentages qui doivent être donnés à différentes personnes. La première chose qu'on doit enlever, c'est une partie qui va vers le Kohen.
à peu près 2%, qu'on va donner au Kohen. C'est ce qu'on appelle la Trouma. Ensuite, on en parlera plus tard dans d'autres Masertot, il y a une partie qui va pour les Lévis, il y a une partie qui va soit pour les pauvres, soit pour le propriétaire même qui doit manger ça à Jérusalem. Mais pour l'instant, donc on mange la Trouma, on parle de la Trouma. Et la Trouma, c'est quelque chose qui est sain. Donc le Kohen ne peut pas manger la Trouma s'il est impur. Et une des règles de pureté et d'impureté, c'est que pour devenir pur, en fonction de l'impureté, il faut aller au mikvé, mais il faut aussi attendre la tombée de la nuit. Donc, à partir du moment où les Kohanim rentrent pour manger la Trouma, c'est que c'est la tombée de la nuit, et c'est le même moment à partir duquel on peut faire le schéma. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah ne nous donne pas vraiment un temps, elle nous dit juste à partir du moment où les Kohanim rentrent. On aurait pu dire à partir de Tzetek Koravim, à partir de la tombée, de la sortie des étoiles. Mais la Mishnah nous a donné une autre manière de le savoir, qui est le moment où les Kohanim rentrent manger, qui est aussi la nuit. Et la Gemara nous explique, il y a plusieurs raisons qui sont données, mais c'est pour nous donner un enseignement aussi, derech hagav, en passant, qui est que les Kohanim rentrent pour pouvoir manger la Trouma, c'est-à-dire une fois qu'ils sont devenus purs, à la tombée de la nuit, après avoir été au mikvé, après s'être purifiés, et la tombée de la nuit, c'est le même moment que le moment du chemin, donc on nous enseigne une autre halakha aussi. Aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de temps marqué dans la Torah non plus pour les Kohanim, c'est marqué au Bas Shemesh quand le soleil va partir, exactement quelle heure, c'est pas marqué Tzatek Kochavim, donc les deux sont liés. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'à partir du moment où les Kohanim rentrent pour manger la Trouma, c'est le moment où on peut faire le schéma, donc la nuit, la tombée de la nuit. Jusqu'à quand? Combien de temps est-ce qu'on a pour faire le schéma? Eh bien, la première opinion, qui va être l'opinion de Rabbi Eliezer, nous dit Ad Sof, jusqu'à la fin, Ha'ashmura Harishona, de la première garde. Livré Rabbi Eliezer, voilà les mots de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer fait une référence aux gardes qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, pendant la nuit, il fallait garder le Beth Amikdash. C'était des gardes d'honneur, c'est pas qu'on avait peur des voleurs, c'était une garde d'honneur, mais qui était faite. Et c'était divisé en trois gardes. Il y avait trois groupes qui se relayaient à travers la nuit. Rabbi Eliezer nous dit, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, du premier quart de la nuit, il y avait, si on divise la nuit en 12 heures, c'était 4 heures, 4 heures et 4 heures. Donc le premier tiers de 4 heures, on a jusqu'à ça. Donc si on veut dire que la nuit, juste pour prendre un exemple facile, est de 6 heures du soir à 6 heures du matin, okay, donc on peut faire le chemin à partir de 6 heures du soir jusqu'à 10 heures du matin. 10 heures du soir, pardon. Donc on fait le chemin jusqu'à 10 heures du soir. Ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, Chachamim disent non, atratzot, jusqu'au milieu de la nuit. Dans mon exemple, où la nuit tombe de 6 heures du soir à 6 heures du matin, c'est exactement minuit. Mais si la nuit change un peu, ça peut être un peu avant, on prend exactement le milieu de la nuit et on a jusqu'à Chatzot, ça c'est l'opinion de Chachamim. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel nous dit non, on a jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. On peut faire le schéma pendant toute la nuit. Donc on a trois opinions. À partir de jusqu'à quelle heure? Tout le monde est d'accord à partir de quand on peut faire le schéma, mais jusqu'à quelle heure? Rabbi Eliezer nous dit jusqu'à la fin de la première garde, donc le premier tiers, jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Chachamim nous dit jusqu'au milieu de la nuit. Chatzot, et Rabban Gamliel nous dit jusqu'au matin, jusqu'à l'aube. Il y a une histoire où c'est passé où les enfants de Rabban Gamliel sont venus, ils sont revenus d'un mariage, ils sont revenus tard, après Chatzot. Amrolo, ils ont dit à leur père, Lo karin uchma, on n'a pas encore fait le schéma. Qu'est-ce qu'on fait? On est après Chatzot. Maintenant, leur question c'était quoi? On connaît l'opinion des Chachamim, les Chachamim nous disent jusqu'à Chatzot. C'est trop tard. Normalement, quand il y a une dispute ou un désaccord entre les sages, on suit la majorité. Chachamim, on ne sait pas exactement qui c'est, on n'a pas de nom, mais on sait que c'est un pluriel. Les sages. Rabban Gamliel nous dit vous avez toute la nuit. C'est un individu. La halakha devrait être comme la majorité. Donc on a jusqu'à Chatzot et c'est trop tard. On a raté la mitzvah de chemin. Ou bien peut-être, disent les enfants de Rabban Gamliel, peut-être que même les Chachamim sont d'accord avec toi, qu'on a toute la nuit. Mais pour X raisons, ils ont dit non, on ne va pas dire aux gens vous avez toute la nuit, parce que peut-être que les gens vont faire la fête, vont aller se coucher en disant je me lèverai, de toute façon je me lève tôt le matin, je ferai chemin quand je me réveillerai, etc. Et la personne va dormir. Les Chachamim ont dit on a jusqu'à Chatzot. Mais peut-être qu'à la base ils sont d'accord avec toi. Et dans ce cas-là, si tout le monde est d'accord, dans notre cas, nous on a oublié de faire le schéma, on peut encore le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Amar Lahem, il leur a répondu Im lo alam udashachar. Si
l'aube n'est pas encore venue. Chayavim atem likrot, vous êtes obligés de faire le schéma, de lire le schéma. Donc, ce qu'il leur a expliqué, Rabban Gamliel, il va continuer encore dans le Mishnah, c'est qu'effectivement, les Chachamim sont d'accord avec moi. Pas non plus juste pour le schéma, mais ils sont d'accord avec moi qu'on a toute la nuit. Pourquoi? Alors, je n'ai pas expliqué ça plus tôt, mais la Torah nous dit quand est-ce qu'on fait le schéma. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. C'est-à-dire le moment où les gens vont se coucher. Donc là, on apprend que c'est la nuit. Il n'y a pas un temps particulier. Donc d'après Rabbi Eliezer, les gens vont se coucher au début de la nuit. Donc le premier tiers de la nuit, c'est là où les gens vont se coucher. D'après le Chachamim, c'est jusqu'à Chatzot. D'après Rabbi Eliezer, les gens, c'est pas juste quand les gens vont se coucher, c'est quand les gens dorment. Les gens dorment pendant toute la nuit. Il y a des gens qui vont dormir à 9h, il y a des gens qui vont dormir à 10h, il y a des gens qui vont dormir à minuit, il y a des gens qui vont aller dormir à 2h du matin. Mais tant que c'est la nuit, c'est le moment où les gens sont couchés, les gens dorment. Et donc on peut faire le schéma toute la nuit. Donc le Chachamim, je reviens dans le texte de la Mishnah, Rabban Gamliel dit à ses enfants, Kol ma shamu Chachamim, tout ce que les Chachamim ont dit, at Chatzot jusqu'à Chatzot, mitzvatan at shialem ud hashachar. La mitzvah est en fait jusqu'à l'aube, jusqu'au début du matin. Par exemple, Hekter chalavim evarim, il faut brûler les graisses et les parties du corps des sacrifices qui n'ont pas été brûlés pendant la journée. Donc pendant toute la journée dans le Beth Amikdash, il y avait les sacrifices qui étaient amenés. La nuit, il restait certaines choses qui n'avaient pas encore brûlé. Il faut les brûler, il faut avoir fini avant Chatzot, nous disent les Chachamim. En fait, Rabban Gamliel nous explique, mitzvatan ad sheyalem ud hashachar. La mitzvah est jusqu'au début du jour, jusqu'à l'aube. Chol hanechalin yom echad. Il y a d'autres choses. Il y a des sacrifices pendant lesquels on a un jour pour les manger. On peut les manger que pendant un seul jour. Le jour où on les amène et l'année qui suit. Mais les Chachamim nous ont dit à Chatzot. En fait, mitzvatan ad sheyalem ud hashachar. La mitzvah est jusqu'au lever du jour, jusqu'au début du jour. Imken, dans ce cas-là, l'amour au Chachamim ad Chatzot. Pourquoi est-ce que le Chachamim ont dit on n'a que jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit, si en fait on a toute la nuit, afin de créer une distance entre la personne et la faute. C'est-à-dire que pour éviter les fautes, pour éviter effectivement que les gens disent ah j'ai le temps, et puis tout d'un coup, eh bien, on a oublié de faire le schéma et c'est déjà le début de la journée. Ceci conclut la première Mishnah. Mishnah Bet, deuxième Mishnah dans le premier pérek. Mais matai, korin et shema b'shacharit. À partir de quand est-ce qu'on fait le schéma? Le matin. On a parlé de la nuit, maintenant le matin. Et on dit Meshiyaki, à partir du moment où on peut reconnaître Ben Techelet le Lavan, entre le Techelet, qui était le fil bleu qu'on avait sur les tzitzit, et le blanc des tzitzit. À partir du moment où il fait assez jour pour pouvoir faire la différence, c'est que la journée a commencé, on peut faire le schéma. Rabbi Eliezer nous dit Ben Techelet le Charti. Non, entre le bleu et le blanc, c'est assez facile. Il faut avoir encore plus de lumière. Qu'on puisse reconnaître entre le bleu des tzitzit et Kartik qui est une couleur poireau. Là, c'est déjà beaucoup plus difficile de reconnaître. Donc, on a besoin d'avoir plus de lumière, plus de soleil. Donc, le schéma commence à partir d'un moment un peu plus tard. Begomra ad Netzachama. Et on a jusqu'à quand? Jusqu'à Netzachama. Netzachama, c'est les premiers rayons du soleil. C'est le moment où on peut faire le schéma. Donc entre l'aube, le début de la journée, il n'y a pas encore le soleil, on ne voit pas le soleil, mais c'est le début de la lumière déjà, jusqu'au moment de Netz, jusqu'au moment des premiers rayons du soleil. Rabbi Shua nous dit, Ad Shalosh Shaot. Non, on a 3 heures pour pouvoir faire le schéma. Parce que les princes se lèvent 3 heures dans la journée. Ils ne vont pas se lever tout de suite au premier rayon du soleil. Ils vont dormir un peu, ils vont faire la grasse matinée jusqu'à 3 heures dans la journée. Maintenant, 3 heures, ce n'est pas des heures de 60 minutes, ce sont des heures qui sont en fait des parties égales d'une journée divisée sur 12 heures. C'est-à-dire que si, je reprends mon exemple plutôt, mais dans le sens inverse, si la journée commence à 6 heures du matin et finit à 6 heures du soir, eh bien 3 heures vont être effectivement 60 minutes. On a jusqu'à 9 heures, de 6 à 9, pour pouvoir faire le schéma le matin. Si ce sont des journées qui sont plus courtes, une journée d'hiver par exemple, qui va commencer, je ne sais pas, disons de 8h30 à 4h30, là, la journée est beaucoup plus courte, on a disons 8 heures à peu près,
Et on divise ces 8 heures-là de 60 minutes en 12 parties égales. Donc chaque heure va être un peu moins que 60 minutes, ça va être 50 minutes à peu près. Et donc 3 heures de 50 minutes. Donc c'est pour ça qu'on a les horaires de Shema qui sont imprimés dans le calendrier et qui changent tous les jours parce que ce n'est pas des heures de 60 minutes égales à travers toute l'année. Ça dépend du moment du lever du soleil, du coucher du soleil. Et on divise cette période-là en 12 sections et 3 de ces sections-là. Donc on a jusqu'à ces 3 heures. Quelqu'un qui va lire le schéma à partir de ce moment-là, l'OFC il n'a pas perdu. C'est comme une personne qui va lire dans la Torah. On a étudié les psukim. Alors on a perdu la mitzvah de faire le schéma à l'heure, qui est une mitzvah de la Torah. Mais c'est toujours une bonne chose, nous dit le Mishnah, de faire le schéma, c'est une étude de la Torah. Mishnah Gimel. Bet Shammai nous disent la chose suivante. Ba'erev, le soir, kol adam yatov yikut. Toute personne doit s'allonger et faire le schéma. Ou baboker yamdo, le matin, il faut se lever. Pourquoi? Chez Nema, comme c'est marqué dans les versets, ou beshor becha, uf komecha. Quand tu vas t'allonger, quand tu vas te coucher, uf komecha, quand tu vas te lever. Et Bet Shammai nous dit, c'est très littéral. Quand on s'allonge, donc le soir pour faire le schéma, il faut s'allonger, et le matin, il faut se lever. Bet Hillel nous dit, kol adam korek edarko. Toute personne lit comme il veut. Chez Nema, comme c'est marqué, uvler techa vaderech. Quand tu marches dans le chemin, tu vaques à tes affaires. Quand tu fais ce que tu fais, de la manière tu fais le schéma. Tu peux être assis, tu peux être debout, on fait le schéma comme on veut. Imke, dans ces cas-là, si la Torah te dit qu'on peut faire le schéma comme on veut, pourquoi est-ce que c'est marqué quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever? Et répond Bet Hillel, c'est pas qu'il faut l'action. On parle du moment où les gens vont s'allonger, ou au moment où les gens se lèvent. C'est l'heure. C'est pour nous indiquer l'heure à partir duquel on fait le chemin, ou jusqu'à laquelle on fait le chemin. Amar Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon nous dit la chose suivante. Ani, moi, Haïti Babader. J'étais en chemin. Veiteti likrot, et je me suis allongé pour faire la lecture du schéma, qui dit vrai Bet Shammai, comme les mots de Bet Shammai, comme les paroles de Bet Shammai. Donc j'étais sur la route, imaginez un voyage sur l'autoroute, arrive le moment de chemin, il arrête sa voiture ou son âne, son chameau sur le côté de la route, et il s'allonge sur le côté de la route pour faire le schéma. C'est quand je me suis mis en danger. Mais peut-être l'islam à cause des brigands. J'aurais pu être attaqué. À Moulon, on lui a dit tu aurais mérité d'être attaqué, de mettre en danger. Pourquoi? Parce que tu as transgressé les paroles de Bet Hillel. Et on a un principe dans l'Halakha, ce que dit vrai Bet Shammai et la Mishnah, que les mots de Bet Shammai ne sont même pas considérés, on dit pour l'Halakha, quand on les met en parallèle avec les mots de Bet Hillel. Donc Bet Hillel c'est l'Halakha, et toi tu as voulu faire différemment de ce que Bet Hillel nous dit, de faire chemin comme tu veux, tu es parti t'allonger pour écouter Bet Shammai, bah, tu as mérité d'être puni. Mishnah Dalet. Bashachar le matin. Mevarech shtaim lefaneh vachat l'araya. On fait 2 bénédictions avant le schéma, ve'achat et une bénédiction après le schéma. Donc là on vient continuer dans la Mishnah. Dans le Mishnah avant, on nous disait que Mishnah Bet, on a parlé du schéma du matin, donc on reprend ça et on dit voilà, le matin, on va faire 2 bénédictions avant. Ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, le matin, on a la bénédiction de Yotzer Amerot, et ensuite la bénédiction d'Avat Olam. Et ensuite, une bracha à la fin, qui commence Veyatziv, qui finit Baruch Hashem Gal Israël. Be'erev le soir, Shtaim lefanea, 2 bénédictions avant, Shtaim achar, 2 bénédictions après. Achat aocha, vachat ktsar, une bénédiction qui va être longue, une bénédiction qui va être courte. Alors c'est quoi une bénédiction longue et une bénédiction courte? Une bénédiction longue, c'est une bénédiction qui commence avec Baruch Ata et qui finit avec Baruch Ata. Par exemple, la première bracha qu'on va faire le schéma, le matin, Baruch Ata Hashem Kemelcham, Yotzer Or Uvei Choshech. Ça commence avec Baruch. Et finit Baruch Ata Hashem, Yotzer Amerot. Ça finit avec Baruch. La deuxième bénédiction ne commence pas avec Baruch. On commence avec Avat Olam. Il va finir avec ce qu'on appelle Baruch Ata Hashem, Rabochem Am Yisrael Be'ava. Une seule bénédiction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bénédiction courte. Il n'y a qu'une seule phrase. Makom Shamou Larich. Quand on nous a dit qu'il faut faire une bénédiction longue, c'est-à-dire une bénédiction qui va commencer avec un Baruch et qui va finir avec Baruch. Eno Rachaï le Katser, on n'a pas le droit de s'arrêter, pas de raccourcir. C'est-à-dire on n'a pas le droit
de faire qu'une seule bénédiction. Les Katser, si par contre on a dit qu'il faut ne faire qu'une seule bénédiction, donc ça ne commence pas avec Baour, ça ne finit qu'avec Baour, et non Rachal Arech, on n'a pas le droit de changer, et de commencer avec Baour et de finir avec Baour. L'Artom, si on nous a dit qu'il faut finir avec un Baour à la fin, et non Rachal, chez l'Artom, on n'a pas le droit de ne pas finir avec un Baour, il faut le faire. Chez l'Artom, si on a dit qu'on ne finit pas avec un Baour, et non Rachal l'Artom, on n'a pas le droit de rajouter un Baour. Par exemple, un exemple de ça, où on commence pas, il n'y a pas de Baour, les bénédictions sur les fruits, sur la nourriture. Baour Atash Mekel Mechad, Boré Peri Haetz. On n'a pas le droit de rajouter ça, de rajouter quelque chose d'autre. C'est une phrase, avec un seul Baour. Dans la bracha de, je ne sais pas, Asher Yatsa, on commence avec Baruch Ata Hashem, on finit Baruch Ata Hashem. On n'a pas le droit de changer. On n'a pas le droit juste de finir avec Baruch Ata. Et enfin, la dernière Mishnah du Perek Aleph, Mishnah He, Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. On mentionne la sortie d'Égypte la nuit. Et en fait, c'est une discussion qui est sur le troisième paragraphe du schéma, la paracha des Tzitzit. Alors, la paracha des Tzitzit parle d'une mitzvah qui n'est pas faite pendant la nuit. La mitzvah des Tzitzit, on ne la fait pas. Les Tzitzit, c'est marqué Uritem Oto, vous les regarderez. Et pour ça, il faut de la lumière. Donc, les Tzitzit ne sont que pendant la journée. L'obligation des Tzitzit. Alors, bien sûr, la coutume est de porter le Talmud Katan tout le temps. Mais il n'y a pas de. L'obligation est uniquement dans la journée. Donc, est-ce qu'on fait le troisième paragraphe du schéma le soir ou pas? Et la Mishnah nous dit, on le fait parce qu'on part de la sortie d'Égypte. Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem et Mitzrayim. Je suis Hashem qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, on le mentionne la nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah a dit la chose suivante. Hari Ani Keben Shevim Shana. Je suis comme si j'avais 70 ans. Et je n'ai pas eu le mérite que mon opinion soit acceptée. C'est quoi mon opinion? Qu'on mentionne la sortie d'Égypte la nuit. C'est-à-dire, on mentionne le troisième paragraphe du schéma les Tzitzit. C'était mon idée dans le sens, c'est ce que je pensais, mais les Chachamim de l'époque ne voulaient pas accepter mon opinion. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit que j'avais comme 70 ans? Qu'on a explication. En fait, à ce moment-là, Rabbi Elazar ben Azariah a 18 ans. Il est devenu le Nassi, la tête du Sanhédrin, la Cour suprême juive, à l'âge de 18 ans. Et les circonstances ont fait que le Nassi qui était juste avant, Rabban Gamliel, a été remplacé par Rabbi Yeshua. Rabban Gamliel, les Chachamim de l'époque pensaient qu'il avait un peu abusé sa position et son pouvoir, donc ils l'ont mis de côté et ils ont cherché quelqu'un d'autre. Et la personne qui était la plus capable de reprendre cette position de Nassi était Rabbi Elazar ben Azariah. Mais c'était un jeune homme de 18 ans. Et Hachem a fait un miracle, que du jour au lendemain, il a l'apparence d'un sage vénérable pour qu'il puisse occuper cette position de Nassi, et qu'on ne la donne pas à un petit jeune. Donc il avait l'apparence d'être quelqu'un de 70 ans. En tout cas, il a dit, mon opinion n'a pas été acceptée. Jusqu'à que Ben Zoma arrive, il nous a donné une dracha. Il a expliqué dans les psukim, il a pu voir dans les psukim comment effectivement la halakha qu'il faut mentionner cette paracha de Tzitzit la nuit. Qu'est-ce qui est marqué? Le pasuk dit afin que tu te rappelles ou tu mentionnes le jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire kol yemei chayecha? Et on dit yemei chayecha, c'est les jours, donc la journée, on mentionne ça pendant la journée. Kol, tous les jours de ta vie, c'est pour inclure halelot, la nuit. Chachamim omrim, les sages nous disent yemei chayecha, les jours de ta vie, c'est une référence à Olam Hazeh, de nos jours, mais quand c'est marqué kol, tous les jours de ta vie, les havi, les mot Mashiach, ça va inclure aussi la période de Mashiach, qui est que même à ce moment-là, même à l'époque de Mashiach, il faudra quand même parler de la sortie d'Égypte, même si on aura des plus grands miracles, qui est le miracle de la sortie de cet exil avec Mashiach, mais on va quand même mentionner la sortie d'Égypte. Juste pour finir avec un point, le rabbi précédent disait de cette Mishnah-là, Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, les havi, les mot Mashiach, pour faire venir les jours de Mashiach, c'est-à-dire qu'il faut s'efforcer pendant toute sa vie de faire venir la période de Mashiach. Et avec ça, nous concluons le premier Perek de Masechet Brachot.